Bonjour, mon nom est Julie Guindon et aujourd'hui je vous entretiens sur l'intérêt véritable de l'enfant. Alors, l'intérêt véritable de l'enfant, c'est un critère ou c'est un concept qui est souvent utilisé pour la résolution des conflits parentaux à la suite d'une séparation entre des parents. Le concept adopté de l'intérêt de l'enfant est connu très bien au Canada et particulièrement en Ontario. Et d'ailleurs, il a été approuvé par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies, qui est une convention ratifiée par le Canada en 1991. De façon générale, ce concept exige que les décisions se fondent sur une évaluation des besoins de l'enfant, en particulier que ces besoins-là ou que l'on axe notre évaluation sur l'intérêt de l'enfant et non pas sur le droit des parents. Ce qui est souvent ce que l'on retrouve chez les parents. On entend souvent ceux-ci nous dire bon, ce sont mes droits. Eh bien, dans l'évaluation de ce qui est bon pour l'enfant, on va regarder à ce qui est aux besoins de l'enfant beaucoup plus que des droits des parents. Alors, pour commencer, regardons l'encadrement judiciaire. Les principes fondamentaux de l'intérêt de l'enfant se retrouvent dans deux différentes lois. Il y a la loi sur le divorce qui, en fait, elle est modifiée et elle s'intitule la loi sur le divorce et la loi modifiant la loi sur le divorce qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et elle sera mise en vigueur le 1er juillet 2020. L'encadrement judiciaire se trouve également dans la loi portant réforme sur le droit de l'enfance, qui est une loi ontarienne. Alors, la loi sur le divorce, il importe de noter que c'est une loi fédérale, alors que la loi portant réforme sur le droit de l'enfance, c'est une loi provinciale. Donc, évidemment, en raison d'un petit peu de la limite de temps que nous avons, je vais surtout m'attarder à la nouvelle loi sur le divorce parce que c'est cette loi-là qui va nous régir dans peu de temps. Elle apporte certaines nouveautés qui méritent d'être examinées d'un œil particulièrement intéressant. Donc, pour poursuivre avec l'encadrement judiciaire, ce qui est important de se rappeler, c'est que généralement, c'est un terme qui est un peu flexible, qui peut parfois porter à une certaine confusion ou qui est incertain pour des parents. Alors, c'est sûr que l'incertitude crée souvent une anxiété chez les parents, surtout quand vient le temps de présenter une demande devant les tribunaux en ce qui a trait à la garde et à l'accès des enfants. La loi modifiant la loi sur le divorce nous fournit, si vous voulez, une meilleure articulation des principes et des facteurs que les tribunaux vont utiliser dans l'avenir. Avant d'aller plus loin, je veux mentionner que, évidemment, l'intérêt de l'enfant a été défini par la Cour suprême du Canada en 1993 par la juge McLaughlin dans l'arrêt Young contre Young. En effet, la juge McLaughlin avait défini l'intérêt de l'enfant comme étant un droit positif qui appartient à l'enfant. Ce droit-là, c'est un droit de bénéficier des meilleures dispositions possibles compte tenu de la situation particulière de l'enfant. Alors, bien que l'intérêt véritable de l'enfant comprend certains facteurs qui sont connus ou qui sont cités dans la loi, ces facteurs-là sont flexibles parce qu'ils doivent s'adapter à chaque cas qui est présenté devant le tribunal ou chaque cas de séparation ou donc à chaque enfant. Un autre point important,
c'est de mentionner que l'intérêt de l'enfant ou le terme de l'intérêt de l'enfant constitue un fondement sur lequel, dorénavant, toutes les décisions quant aux responsabilités parentales, et je vais y revenir, et quant au temps parental, et là aussi je vais y revenir pour le définir, tous ces points-là, tous ces facteurs-là seront tous évalués relativement aux besoins de l'enfant. Donc, les modifications apportées aux lois, à la loi sur le divorce gardent l'intérêt de l'enfant comme étant la seule considération pour toutes les décisions relatives à l'enfant. Alors, en particulier, ce que l'on tente de faire, c'est de viser une obligation pour les parents d'exercer la responsabilité à l'égard de leur enfant, plutôt que de regarder aux besoins des parents ou plutôt que de regarder à leurs droits. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est de regarder aux responsabilités des parents et de s'assurer qu'ils soient compatibles avec l'intérêt des enfants. Donc, maintenant que l'on connaît l'encadrement judiciaire, regardons la définition de l'intérêt véritable de l'enfant. Alors, à l'article 7.1 de la loi sur le divorce ou de la loi modifiant la loi sur le divorce, on indique que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l'égard d'un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d'une ordonnance de contact exercent ce temps parental et ses responsabilités parentales ainsi que ces contacts-là d'une manière compatible avec l'intérêt de l'enfant. Encore une fois, ce que l'on tente de faire, c'est de regarder ou d'utiliser ces changements-là pour remplacer les termes de garde et d'accès par une terminologie qui est axée sur la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants. Alors, c'est un petit peu ce qu'on entend par responsabilité décisionnelle. De nos jours, ou avec la loi sur le divorce actuel, lorsqu'on se réfère au terme garde, bien des parents nous demandent qu'est-ce que ça veut dire la garde. Eh bien, la garde voulait tout simplement voulait se référer au pouvoir décisionnel. Or, dans la loi sur le divorce, la loi modifiant la loi sur le divorce, on va se référer non pas au pouvoir décisionnel, mais aux responsabilités parentales et aux responsabilités décisionnelles. On croit que ces changements-là, au niveau de la terminologie, donc plutôt que de parler de garde et d'accès, plutôt on va parler de responsabilité parentale et du temps parental, l'on croit que ces changements de terminologie ici vont contribuer à la réduction des conflits entre les parents, c'est-à-dire d'essayer d'éviter d'avoir un gagnant-perdant, mais plutôt d'avoir un gagnant-gagnant. Donc, on va tenter de s'éloigner d'une approche adversative pour plutôt s'orienter à favoriser l'intérêt de l'enfant et à décortiquer, si vous voulez, toutes les responsabilités parentales par rapport à l'enfant en particulier. Donc, ces ordonnances parentales-là et ces ordonnances de contact-là permettrait aux tribunaux de fournir des directives beaucoup plus précises sur les soins des enfants. Bien évidemment, si les tribunaux ne sont pas nécessaires pour définir ces responsabilités parentales-là, ce sont les parents eux-mêmes qui vont le faire par l'entremise de résolution de conflits. Ce qui m'amène à parler du point de l'article 7.2 de la loi modifiant la loi sur le divorce qui touche particulièrement le fait que les parents souvent vont mettre les enfants au milieu d'un conflit. Or, la loi prévoit que les parents devraient faire tous leurs efforts possibles pour protéger les enfants de ces conflits-là.
L'une des façons de modifier ces conflits-là, c'est de passer par un règlement ou par la médiation, par exemple, ou passer par le règlement des conflits par un règlement des différends. Donc, on encourage dans la nouvelle loi, on encourage les partis à faire part ou à participer à un mécanisme de règlement de différends. Donc, vous avez certainement entendu parler de la médiation ou de l'arbitrage ou encore de la coordination parentale. Donc, tous ces outils-là sont à la disposition des parents pour tenter de négocier à l'amiable des plans parentaux. Et ça ne touche pas nécessairement juste les plans parentaux, mais ça touche également la pension alimentaire, la division des biens dans le cas si l'on pousse un peu plus loin sur la loi provinciale. En fait, quand on regarde la négociation d'un plan parental, on dit souvent que lorsque les parties sont en mesure d'en arriver elles-mêmes à une résolution à l'amiable, il y a beaucoup plus de chances, il y a de fortes chances que cette solution-là tienne le coup par opposition à un tribunal qui tranche la question. Bien évidemment, le règlement des différends n'est pas nécessairement approprié dans toutes les circonstances. Il faut bien évaluer les faits de chaque cas en espèce pour s'assurer que le mécanisme de règlement des différends est utile, est approprié et puis peut mener à soit une discussion très ouverte entre les parties, ou bien on se rend compte qu'on est à des points très opposés, des axes très opposés, et donc que probablement qu'une solution par un tribunal ou une décision d'un tribunal sera ce qui sera nécessaire. Donc, je vous amène maintenant que l'on connaît la définition de l'intérêt véritable de l'enfant. Regardons les facteurs qui nous aident à comprendre l'intérêt de l'enfant. Et ça se trouve dans le nouvel article 16, paragraphe 3 de la loi modifiant la loi sur le divorce. Dans la loi qui existe présentement, la loi est complètement silencieuse quant aux facteurs à prendre en considération. La loi qui existe présentement n'a pas de détails sur la façon dont on devrait déterminer l'intérêt véritable de l'enfant. Par contre, en Ontario, la loi portant réforme sur le droit de l'enfance comprend certains facteurs et qui sont déterminés dans la législation comme telle. Et dans la pratique des choses que l'on faisait souvent dans le cas de gens qui procédaient sous la loi sur le divorce, on allait puiser ces termes-là dans la loi portant réforme sur le droit de l'enfance. Donc, on pouvait se servir de cet encadrement-là pour venir nous éclairer. Or, dorénavant, avec la nouvelle loi sur le divorce, ce ne sera plus nécessaire, ce qui est bon signe, à mon avis. Donc, le critère, si l'on commence à regarder les facteurs à considérer, le facteur 3, paragraphe A, les besoins de l'enfant. Donc, on va considérer les besoins de l'enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement. Alors, ce critère met surtout l'accent sur la nécessité de se concentrer sur les circonstances propres à chaque enfant. Par exemple, on va s'attarder à la capacité de l'enfant à s'ajuster aux changements. Ça peut être à des changements d'horaire, des changements de routine. Vous pouvez vous imaginer que si l'on traite d'un nourrisson, par exemple, l'horaire et la routine vont être très différents que lorsqu'on s'adresse à un adolescent de 14-15 ans où la flexibilité et la liberté est beaucoup plus de mise. Je ne prendrai pas chaque facteur en particulier, mais je vais m'attarder à certains d'entre eux. Donc, le paragraphe 3b
On discute de la nature et la solidité de ces rapports, donc des rapports de l'enfant avec chaque époux, de l'enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie. Donc, on parle ici en particulier de la famille élargie de l'enfant. Et évidemment, il va être important de regarder le rapport qui existe ou la relation qui existe entre l'enfant et chacun de ses parents. Le paragraphe 3C qui stipule que l'on va prendre en considération la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l'enfant et l'autre époux. Ce que l'on tente de faire ici, et c'est très important, de faire en sorte de maintenir un rapport ou une relation de base avec chaque parent, évidemment, dans la mesure où c'est bon pour l'enfant. Si un des enfants est maltraité, et bien évidemment, le rapport entre cet enfant et ce parent-là ne sera peut-être pas un rapport que l'on va vouloir maintenir de façon très élaborée. Donc, il se peut qu'il soit limité dans le temps passé entre le parent et l'enfant. Quand on parle de maintien d'une relation positive entre un parent et un enfant ou un enfant et son parent, on espère ici que les deux parents vont pouvoir procurer la stabilité à l'enfant qui vit évidemment un changement dans sa vie qui est très fondamental. Si un parent tente bien activement de nuire à la relation entre son enfant et l'autre parent, eh bien, les tribunaux peuvent tenir compte de le comportement de ce parent-là en rendant une ordonnance parentale. Le paragraphe D, l'historique des soins qui sont apportés à l'enfant. Donc ici, essentiellement, l'on va regarder le rôle qu'a joué chaque parent vis-à-vis de l'enfant. Quand on parle de nourrisson, il est certain qu'il est important de prendre en considération l'attachement avec le parent principal par opposition au parent qui est peut-être plus secondaire à ce moment-ci. Cependant, plus l'enfant vieillit, plus l'enfant peut avoir une relation peut-être plus équilibrée entre ses deux parents, ou bien l'enfant va désirer avoir une relation plus équilibrée entre ses deux parents. Le paragraphe 3E parle du point de vue de l'enfant et de ses préférences. Alors ici, c'est un point qui est assez important dans la nouvelle loi parce qu'on voit que la loi accentue les désirs de l'enfant, les préférences de l'enfant par rapport à ce qu'il veut faire ou à ce qu'il aimerait maintenir comme relation entre ses parents. Évidemment, si l'on parle d'un jeune enfant, il ou elle ne sera pas en mesure de, bien sûr, exprimer ce qu'il voudrait garder comme relation avec chacun des parents. Par contre, plus l'enfant vieillit, plus il est en mesure de s'exprimer, d'une part, et d'autre part, plus il est en mesure de mieux comprendre la nature et les conséquences de ses décisions. Alors, ce que je peux peut-être mentionner à ce moment ici, c'est que plus l'enfant est jeune, moins on va porter attention à ses préférences. Parce que, bien évidemment, l'enfant n'est pas en mesure de bien les exprimer. Par contre, plus l'enfant vieillit, plus le tribunal prendra en considération ses désirs et ses préférences. Ce qu'on entend ici, c'est que les préférences d'un enfant de 14-15 ans vont avoir beaucoup de poids devant un tribunal et c'est parfois à ce moment ici que l'on va nommer un avocat pour l'enfant qui représentera l'enfant et qui sera en mesure d'articuler beaucoup mieux ce que sont les désirs, les préférences de l'enfant vis-à-vis chaque parent.
Si l'on retourne au paragraphe 3F, on réfère au patrimoine de l'enfant, donc à la culture, à la religion, euh, à la question linguistique de l'enfant, tout ce qui se rapporte ou à la spiritualité de l'enfant. Particulièrement si les enfants sont autochtones et qu'un des parents est en mesure de promouvoir ces points-là, ces facteurs-là, eh bien, il est évident que le tribunal prendrait en considération la capacité d'un parent à maintenir tout cet encadrement social de l'enfant. Parce que tout cet encadrement-là peut servir de système de soutien additionnel pour l'enfant, que ce soit là, la culture, la religion de l'enfant. Le point G, tout plan concernant ses soins, il est évident que chaque parent aura en tête un plan de soins qu'il préconise comme étant le meilleur vis-à-vis les besoins de l'enfant. Or, le tribunal devra évaluer le plan de chaque parent et de regarder quel est le plan que l'on devrait retenir et mettre en place pour mieux servir les besoins de l'enfant. Le paragraphe H, la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l'ordonnance de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins. Alors, ici, on met l'accent uniquement sur la capacité et la volonté des parents, mais on ne regarde pas nécessairement la capacité dans le passé, mais surtout les volontés actuelles et futures de prendre soin de l'enfant. Donc, quand on regarde l'historique du rôle des parents, là, on regarde le passé. Et maintenant, avec le point H, on regarde présentement ce qu'il y en est et dans un avenir, quelle est la capacité de chaque parent à pourvoir aux besoins de l'enfant. Vous noterez au paragraphe J que l'on tient compte particulièrement de la violence familiale. Et je vais y revenir parce qu'il y a une clause particulièrement là-dessus. Quand on regarde la capacité de chaque parent, de chaque personne, de communiquer et de collaborer entre eux à l'égard des questions concernant les enfants, eh bien, c'est sûr que l'on tente ici de s'assurer que les parents vont tenter de tendre une perche à l'autre parent plutôt que d'être en compétition l'un avec l'autre et de se caler l'un et l'autre ou d'être condescendant l'un envers l'autre. Bien évidemment, quand on parle de besoins de l'enfant, on veut s'éloigner d'un parent qui pourrait tenter, et là j'utilise le terme avec beaucoup de précaution, un parent qui tenterait d'aliéner l'enfant ou d'influencer l'enfant à passer plus de temps avec l'un des enfants par rapport à l'autre. De l'enfant passer plus de temps avec un parent par rapport à l'autre. L'aliénation parentale, bien sûr, c'est toute une question en soi que je n'adresse pas dans cette présentation ici, parce que c'est en soi un complexe, un concept très complexe. Donc, regardons particulièrement le nouvel article 16, paragraphe 4, qui touche les facteurs relatifs à la violence familiale. Et ça, c'est tout nouveau. Parce que dans la loi qui existe, on ne se réfère pas du tout à la violence familiale. Et même dans la loi provinciale, on a tendance à regarder le comportement d'un parent, mais sans tenir compte d'un comportement actuel, d'un comportement dans le passé, mais qu'on regarde surtout un comportement actuel et futur. Dans la loi modifiant la loi sur le divorce, on a un article qui touche directement à la violence familiale. Ce que l'on regarde comme facteur et ce que l'on tient compte comme facteur, c'est la nature, la gravité, la fréquence de la violence familiale,
ainsi que le moment où elle a eu lieu. Alors, bien sûr, dans des circonstances où il y a une allégation de violence et qui remonte à 3, 4 ans passés, et que depuis ce temps, il n'y a pas eu d'autres comportements violents de la part de l'un ou l'autre des parents. Évidemment, la fréquence et le fait que la violence soit passée il y a quelques années, a surgi il y a quelques années, ce point-là prendrait peut-être moins d'importance. Par contre, si la violence a commencé il y a quelques années et perdure, alors à ce moment-là, on regarde la fréquence et on va regarder évidemment la nature et la gravité. Dans ces facteurs-ci, il importe de mentionner que les allégations doivent être basées sur de la preuve. Ces allégations doivent être bien fondées et bien supportées ou appuyées par de la preuve. Et c'est souvent une difficulté ou un grand défi que l'on a devant les tribunaux. C'est un défi de prouver cette violence-là. Il y a au point B une violence qui peut être à l'égard d'un membre de la famille et donc ceci comporte l'autre conjoint ou l'autre parent. Et donc ce qui est important de noter ici, c'est que on va prendre en considération non seulement la violence envers un enfant, mais aussi la violence envers un autre membre de la famille. Il restera bien à savoir comment les tribunaux vont interpréter ces facteurs-ci. Évidemment, lorsqu'on parle de violence envers l'enfant, on parle de violence directe, bien sûr, et on parle de violence indirecte. C'est-à-dire que l'enfant peut être témoin oculaire, peut être un témoin auditif de la violence d'un parent contre l'autre. Alors, tout ça va pouvoir être soulevé comme facteur à être considéré pour déterminer le meilleur intérêt de l'enfant. Quand on regarde les points D, E, F, G et H, on voit bien que c'est une liste, mais que cette liste-là, quand on regarde tout autre facteur pertinent, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, ça ne veut pas dire que si l'un des facteurs peut être important, mais n'est pas mentionné dans cette liste-là, qu'on ne peut pas y faire référence. Tout au contraire, le législateur indique bien que que cette liste n'est pas exhaustive. Le paragraphe 16.6 nous parle du contact maximum entre l'enfant et chaque parent. Lorsque l'on parle d'un temps parental, on se réfère souvent au droit de l'enfant de pouvoir consulter chacun de ses parents. Maintenant, dans la nouvelle loi sur le divorce, on se rend compte que le principe du contact maximum est assujetti à la considération première qui tient compte de la sécurité de l'enfant, du bien-être physique, affectif et psychologique de l'enfant. Or, à mon point de vue, il restera encore une fois à voir comment les tribunaux vont interpréter ce point-ci. Dans la loi sur le divorce qui existe présentement, le contact maximum joue un rôle important. Donc, dans les cas de violence, c'est un peu affligeant de voir que on va se référer au contact maximum d'un enfant vis-à-vis son parent, alors que s'il y a violence, on dirait certainement que ce n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Auparavant, ou ce qui existe actuellement, c'est un facteur qui est en compétition, si l'on veut, avec des facteurs qui sont un petit peu arbitraires parce qu'ils ne sont pas cités dans la loi. Or, dans la nouvelle loi, non seulement les facteurs du meilleur intérêt de l'enfant sont bien déterminés, mais on indique aussi que le contact maximum ne prendra pas
ne prévaudra pas, si on veut, sur la sécurité et le bien-être physique et affectif de l'enfant. Alors, bravo, parce que je pense que, à mon avis, ce que ça va vouloir dire, c'est que s'il y a question de danger ou de sécurité de l'enfant, ceci deviendra primordial avant de regarder le contact maximum. Ici, quand on regarde, évidemment, contact maximum, je veux mentionner que on ne parle pas du tout ici d'un temps partagé ou que l'on vise un temps partagé entre les parents. Bien au contraire, la loi sur le divorce ne commence pas du point de vue que d'une garde conjointe ou de responsabilité parentale conjointe. On part de la prémisse que regardons les facteurs et regardons comment ces facteurs peuvent être dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, contrairement à ce que plusieurs groupes ont voulu démontrer auprès du législateur, que la loi sur le divorce devrait partir d'une prémisse que on devrait d'abord considérer une garde conjointe ou des responsabilités parentales conjointes. Le législateur n'a pas retenu ce concept-là. Maintenant, tournons aux ordonnances parentales. Les ordonnances parentales se trouvent à l'article 16.1 de la nouvelle loi, donc de la loi modifiant la loi sur le divorce, et le paragraphe 1 touche à qui peut faire demande pour une ordonnance parentale. La loi définit qui peut faire cette demande-là. Évidemment, chaque époux peut le faire et c'est à la demande des époux ensemble ou à la demande de l'un d'eux. Donc, on tient compte, ça peut être d'une personne autre qu'un époux qui est l'un des parents ou de l'enfant ou un parent ou une personne qui tient lieu d'un parent pour l'enfant. Ceci serait le cas où vous avez des époux et que l'un des parents n'est pas le parent biologique, mais un parent qui joue le rôle d'un parent principal. Évidemment, une ordonnance parentale peut être définitive ou peut être provisoire. Tournons maintenant aux responsabilités décisionnelles qui peuvent faire partie justement d'une ordonnance parentale. À l'article 16.3, on définit, si vous voulez, quelles sont les responsabilités décisionnelles. Alors, les responsabilités décisionnelles sont les responsabilités de toute décision qui touche à la santé, à l'éducation, à la culture, à la langue, à la religion et la spiritualité de l'enfant, et aussi aux activités parascolaires qui sont assez majeures. Le paragraphe 16.3 comprend aussi l'attribution des responsabilités décisionnelles. Or, les responsabilités décisionnelles peuvent être partagées conjointement, ce qui serait l'équivalent, si vous voulez, d'une garde conjointe, ou les responsabilités décisionnelles peuvent être partagées peut-être plus en faveur d'un parent que de l'autre. Les responsabilités décisionnelles peuvent être aussi partagées où l'un des parents a peut-être plus de responsabilités que l'autre. Et ça, c'est très bien également. Je dois vous dire que dans la pratique des choses, étant donné que la loi provinciale ou la loi de l'Ontario, la loi portant réforme sur le droit de l'enfance, prévoit déjà plusieurs de ces facteurs-là, on était déjà à définir le plan parental, non pas comme la garde et l'accès, mais plutôt les décisions parentales et le temps parental qui est équivalent à l'accès. Donc, continuons maintenant avec justement les ordonnances parentales. Alors, les ordonnances parentales, qu'est-ce que c'est?
Le paragraphe 4 de l'article 16.1 de la loi modifiant la loi sur le divorce nous dit que les ordonnances parentales sont des ordonnances dans lesquelles on attribue du temps parental conformément à l'article 16.2 que l'on vient de voir, et ce sont des ordonnances qui attribuent les responsabilités décisionnelles, comme on vient de le voir au point 16.3. Et évidemment, on parle aussi du fait que le tribunal peut imposer certaines exigences par l'entremise de ces ordonnances-là, particulièrement au niveau de la forme de la communication. Donc, la communication se fera par quel moyen? Par texte, par courriel, par téléphone ou par l'entremise des trois, dépendamment de l'urgence de l'information. Et quelle est l'information qui sera partagée entre les parents? Évidemment, plus vous avez un temps partagé entre les parents, plus il sera nécessaire d'avoir une communication souple, une communication qui coule bien entre les parents pour permettre une meilleure coordination des besoins et des obligations, des besoins des enfants et des obligations des parents envers les enfants. Et vous voyez encore une fois au paragraphe D de l'article 16.1, paragraphe 4, que l'on traite de toute autre question que le tribunal estime appropriée ou indiquée. Donc, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Le temps parental est un élément important qui est pris en considération dans le cadre d'une ordonnance parentale. Et le temps parental, c'est l'équivalent, comme je le disais tantôt, qui est l'équivalent au droit d'accès. Parlons maintenant de l'ordonnance de contact qui est à l'article 16.5. Je m'attarde un petit peu là-dessus parce que l'ordonnance de contact touche particulièrement une personne autre qu'un parent, donc c'est-à-dire ça peut être les grands-parents, c'est important parce que on veut tenter dans la mesure du possible de continuer un contact avec les familles élargies. Je vous amène maintenant à l'article 16.6 qui est le plan parental. Et j'ai fait référence souvent dans la présentation au plan parental. Et donc, le plan parental, c'est une entente, si vous voulez, ou un plan selon lequel les parents vont avoir défini ou établi toutes les responsabilités décisionnelles ainsi que le temps parental que l'enfant passera avec chacun de ses parents. Ce que l'article 16.6 nous dit, c'est que bien que les parents peuvent avoir préparé un plan parental, le tribunal peut le prendre en considération, mais peut également tout simplement le mettre de côté et établir ou imposer un autre plan parental si, bien évidemment, ce plan parental-là ne serait pas dans le meilleur intérêt des enfants. Alors, ceci étant dit, en conclusion, ce que je pense qui est bon à retenir, c'est que la loi modifiant la loi sur le divorce nous permet d'avoir beaucoup plus de points de points de repère pour déterminer le meilleur intérêt de l'enfant. Ça ne facilitera pas nécessairement toujours les circonstances, mais ça peut toujours nous éclairer ou c'est un très bon point de départ pour encadrer de bonnes discussions entre les parents et peut-être en arriver à des solutions plus rapides. Je termine en disant que cette loi-là sera mise en vigueur au mois de juillet et il n'y a pas encore de jurisprudence sur aucun de ces points-là. Donc, restera à voir, c'est à suivre, à savoir comment les tribunaux réagiront
vis-à-vis tous ces points nouveaux-là de la loi. Alors, je vous remercie et en espérant que cette conférence vous a plu.